Camille A. Toi, tu n'as pas besoin, mais les gens qui t'écoutent, ils aimeraient bien t'entendre. Il est très fort. Il est très fort, on ne peut pas lutter. Ok, donc on a commencé en beauté, on va finir en beauté. C'est vraiment une chance de t'avoir avec nous ce soir. Je crois qu'on peut commencer à le dire. Voilà, on a commencé avec un des rédacteurs du Manifeste Agile. On termine avec quelqu'un qui est vice-président de l'université et qui va nous apporter un peu une vision académique de l'agilité. Et voilà, on est vraiment très content que tu sois là avec nous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Alors j'ai décidé tout à l'heure d'intituler ma présentation aujourd'hui « La démarche agile, science ou magie ». Et vous allez voir que je vais parler de beaucoup de choses et pas forcément beaucoup de magie, ni nécessairement énormément d'agilité non plus, et pas forcément du futur particulièrement, parce que j'ai pas de boule de cristal, tout vice-président d'université que je sois. Alors, comme on aime bien, j'aimerais quand même avant tout vous remercier d'être là. Merci, c'est pas évident. On est le dernier jour, après de nos très nombreux exposés, vous devez certainement être fatigué après tous ces échanges, toute cette stimulation intellectuelle. Je dois avouer que c'est pas évident de venir écouter un vieux prof comme ça, au dernier moment d'une conférence, en fin d'après-midi, alors que on commence déjà à penser au travail de demain, aux enfants ce soir, ou à d'autres choses, ou au sport qu'on n'a pas fait pendant ces 2 jours. J'ai envie de vous poser 2 questions. Alors, je ne vais pas vous demander de vous lever et puis de vous rasseoir au fur et à mesure d'un certain nombre de propositions, mais 2 questions de curiosité de ma part. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que parmi vous, cette année, là, dans l'année qui s'est écoulée, il y en a qui ont lu un livre complet, de la page 1 à la page 10, sur une méthode agile. J'ai dit quoi? De 1 à 10 ah, moi aussi, je suis fatigué. C'est bon, vous suivez, c'est bien. Déjà, vous suivez, c'est pas mal. De la page 1 à la dernière page. Un livre d'agilité, ou un livre de gestion de projet, ou un livre sur la business analyse, ou un livre sur un sujet lié à ce qui nous concerne aujourd'hui. Ouais. Alors tous ceux qui l'ont fait vraiment, levez la main. Hey, c'est pas mal, c'est bien, c'est super. Une autre question qui est presque la même, mais qui est suffisamment différente pour que ça ne génère normalement pas le même résultat. Qui parmi vous a lu de la page 1 à la page 17, parce qu'en général c'est la taille, un article scientifique qui parle de méthode agile, de gestion de projet, de business analyse ou d'un sujet, donc un article scientifique évalué par un comité scientifique, des pairs, et publié dans une conférence, dans les actes d'une conférence scientifique ou une revue scientifique. Dans l'année, au moins un. Waouh, je suis hyper impressionné. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. J'aurais dit 1, 2, 3, mais une dizaine comme ça, c'est vachement impressionnant. Ok, c'était simplement pour ma curiosité. Il n'y a pas de jugement, mais vous allez voir que dans la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis enseignant-chercheur, professeur d'université. Ça a ceci d'un petit peu particulier par rapport aux autres professeurs de l'enseignement primaire ou secondaire, c'est qu'on est enseignant-chercheur. Ça veut dire qu'en tant qu'enseignant, on donne des cours. Donc moi, étant spécialiste du domaine du génie logiciel, dans un laboratoire qui s'intéresse à l'ingénierie des systèmes d'information, et étant particulièrement supposé être expert en ingénierie des exigences, j'enseigne beaucoup des choses qui ont un lien avec l'ingénierie des exigences. Alors c'est surtout ingénierie des exigences, mais aussi un petit peu le test, ou les problématiques de réutilisation, de variabilité, d'usine logicielle, des choses comme ça. Ça, c'est mon métier d'enseignant, mais j'ai aussi un métier de chercheur, et donc je m'intéresse à toutes ces méthodes, techniques et outils, et soit j'en invente, soit, et c'est surtout ce qui m'intéresse, j'en expérimente, ou j'observe, j'étudie. Et aujourd'hui, ce que je ne vais certainement pas faire, c'est un cours. Je ne suis pas venu en tant qu'enseignant. Ce que je vais faire, c'est plutôt... et je ne suis pas coach, hein, je ne suis pas là pour vous expliquer comment on est censé faire de l'agile. Et vous observerez qu'il n'y a même pas agile dans la liste des choses dans lesquelles je suis
spécialiste ou expert. Mais je viens avec mon background d'expert en ingénierie des exigences, et il y a un lien entre ingénierie des exigences et l'approche, les démarches, les méthodes, les pratiques agiles, appelez-le comme vous voulez. Il y a un lien, et ce lien, il est très fort. Et l'objet de mon message aujourd'hui, c'est d'une part de mettre en évidence ce lien, et d'autre part d'attirer votre attention sur cette perspective que l'on peut avoir quand on est chercheur, sur un objet comme, par exemple, les approches agiles, et comment est-ce que vous pouvez adopter une attitude qui soit à peu près similaire à celle du chercheur dans cette perspective-là. Donc bien sûr, moi, je vais faire des publications, je vais diriger des thèses de doctorat, etc. Et vous, pas forcément, encore que, des fois, je le fais aussi avec des entreprises sur des problématiques qui sont des verrous que rencontrent les entreprises et qui sont des verrous difficiles. Je suis à la fois éloigné de la pratique et un peu proche de la pratique. Pendant longtemps, je me suis intéressé à des problématiques de certification professionnelle en ingénierie des exigences. Donc, je ne fais pas que enseigner à des étudiants de 20 ans, je fais aussi de la formation tout au long de la vie et de l'évaluation de compétences dans cette perspective-là. Et le fait que je sois vice-président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne doit certainement pas vous impressionner. C'est un mandat électif, ça veut juste dire que je gère des problèmes politiques, de stratégie, particulièrement relatifs à l'international, parce que c'est mon portefeuille, et que de temps en temps, je mets le nez dans des projets, notamment des projets informatiques. Alors, le dernier qui m'a le plus intéressé, c'était celui de développement d'une plateforme pour la gestion de nos alumni, mais je ne vais pas en parler particulièrement aujourd'hui, parce que les retours d'expérience les plus intéressants, en fait, c'est les vôtres, c'est pas les miens. Ma pratique d'enseignant-chercheur m'amène à beaucoup collaborer avec des organisations qui sont essentiellement des entreprises du domaine privé, ce qui me permet d'une part de définir des problématiques et des verrous qui sont relevants pour la pratique, et pas juste des problèmes inventés, et puis aussi ça me permet d'avoir des terrains, de collecter des données pour mener des expérimentations qui soient des données réelles. Quand je fais une étude de cas, j'invente pas un exemple, je fais une vraie étude de cas. Voilà. Et quand je fais des expériences contrôlées, je ne le fais pas juste avec mes étudiants, je peux le faire au début avec mes étudiants, mais j'aime bien le faire avec des praticiens aussi. Quand je mène une enquête auprès de gens qui ont des choses à dire du fait de l'expérience. Ça peut être vous, c'est rarement des organismes publics, de fait, mais ça pourrait l'être parce que c'est très intéressant et ça pose des questions spécifiques qui sont aussi très intéressantes. Les questions qui m'intéressent ne sont pas forcément des choses qui percuteraient aujourd'hui, mais parfois oui. Donc, par exemple, je m'intéresse aux démarches d'innovation et au rôle que peut jouer l'ingénierie des exigences dans une démarche d'innovation. Je m'intéresse à des problématiques de diversité et de variabilité. Plutôt que de concevoir un logiciel qui satisfait un besoin, est-ce qu'on ne peut pas concevoir simultanément une famille de logiciels qui peuvent avoir des éléments communs, mais aussi peuvent satisfaire une diversité de besoins. Je m'intéresse à des problématiques de conformité, à des lois, à des normes, à des standards, et donc d'exigences de loi, d'exigences légales, à des problématiques de réutilisation, à des problématiques d'exploitation, d'utilisation de l'intelligence artificielle, et je ne parle pas que des modèles de langage, je ne parle pas que des robots conversationnels, je parle aussi de l'IA symbolique, pour résoudre des problèmes difficiles de génie logiciel. Je m'intéresse aussi au génie logiciel pour la construction de systèmes qui contiennent des IA, qui posent des problèmes un petit peu spécifiques. Voilà. Ce genre de choses. Voilà. Mais je ne vais pas vous faire le panorama de mes 300 articles et 20 thèses de doctorat, c'est pas très intéressant. Essayons de parler un petit peu d'agilité, de conduite de projet, et de ce que l'on peut, disons, observer ou tirer déjà du corpus de connaissances produit par la recherche à ce sujet-là. Alors, je ne vais pas vous faire l'état de l'art des centaines de milliers d'articles en génie logiciel, ou des dizaines de milliers d'articles en ingénierie des exigences ou en méthode agile, mais juste quelques points qui me paraissent particulièrement intéressants à nos yeux dans la perspective de la conférence d'aujourd'hui. Alors, pour commencer,
je vais partir d'une étude qui n'est pas une étude scientifique, mais qui est conduite quand même de manière relativement sérieuse par un organisme qui s'appelle le Standish Group, qui est un organisme de conseil en fait. On pourrait critiquer cette étude du point de vue de sa rigueur, de sa documentation, de sa méthodologie, etc. En tant que scientifique, j'ai plein de problèmes avec, mais on la cite souvent parce qu'elle est très intéressante. Donc cette étude, au départ, elle s'appelait Chaos, et puis ensuite, elle a été reproduite un certain nombre de fois, donc depuis sa première livraison en 1994. Et elle a été menée auprès d'un certain nombre essentiellement de chefs de projet, dans des projets IT et essentiellement aux États-Unis. Voilà, c'est pour que vous sachiez de quoi on parle. Et cette étude s'intéressait au succès des projets, succès en termes qui est éprouvé en termes de livraison des fonctionnalités promises, dans les délais sur lesquels on s'était engagé, avec les coûts sur lesquels on s'était engagé. C'est une vision extrêmement simpliste du succès d'un projet, mais bon, c'est comme ça, au moins c'est facile à analyser. Alors, la première observation qu'on peut faire de cette étude, d'un point de vue longitudinal, donc dans l'évolution des résultats au travers du temps, eh bien, c'est qu'entre 1994 et 2009, c'est-à-dire à peu près sur une période de 15 ans, on a 2 fois plus de projets qui sont considérés par ces gens qui ont été interviewés comme des succès. C'est-à-dire, on livre les fonctionnalités promises dans les temps et dans les budgets. 2 fois plus. C'est un succès qui, en grande partie, en réalité, si vous lisez l'étude de 2009, est en grande partie lié à l'apparition des méthodes agiles. Avant les méthodes agiles, il y avait les méthodes traditionnelles. Après les méthodes agiles, il y a des nouvelles pratiques qui se sont progressivement introduites et qui ont permis d'obtenir ces résultats qui sont très intéressants. Donc c'est quelque chose que vous pouvez retenir. Si vous étiez convaincu de par votre pratique que les méthodes agiles, les cadres agiles, les pratiques agiles, l'approche agile, je vais l'appeler d'une manière générale, a un intérêt dans votre entreprise, eh bien vous n'êtes certainement pas le seul. Voilà. Et c'est notamment éprouvé par cette étude. Si vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que moi c'est bizarre, je sais pas que tous mes projets ne sont pas des succès, des fois on a quand même des retards, et puis les gens ne sont pas toujours très contents avec ce qu'ils obtiennent, et on a quand même de la maintenance corrective, blablabli, blablabla. En fait, je ne suis pas surpris. Parce qu'en réalité, pratiquement 70% des projets ne sont pas des succès dans l'étude de 2009. 70% des projets ne sont pas des succès. Alors, pour plein de raisons qui sont énumérées dans le manifeste et dans ses reproductions au fur et à mesure du temps. Moi, mes observations, à force de converser avec des entreprises par mes projets de recherche, et puis aussi parce que j'ai beaucoup d'étudiants en alternance, et donc je suis sans arrêt dans ces discussions, ces échanges, ou dans ces conférences de professionnels, mon observation, c'est que, avec mon prisme, évidemment, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ingénierie des exigences. Si j'étais testeur, peut-être que mes observations ne seraient pas les mêmes. Si j'étais un autre bagage, mes observations seraient différentes. Mais mon observation, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à des idées préconçues, des dogmes, des fausses croyances relativement aux besoins, aux demandes, aux exigences, à la manière de les gérer, à l'appréhension, en fait, que peuvent avoir les gens vis-à-vis de ce qu'est le besoin. Alors, soit ils sont connus à l'avance, soit tout le monde sait ce que c'est, soit... Il y a des partis pris, en fait. Soit on devrait conduire l'analyse des besoins uniquement en amont d'un projet, soit, en fait, ce qui est intéressant, c'est les solutions et non pas les besoins. Soit, en fait, nous, dans notre démarche, il y a que le code, finalement, qui compte. Le besoin, ça n'est qu'une espèce de chose qu'il faut relier au code, etc. etc. Et ce que je ressens, mais je suis extrêmement biaisé, c'est mon approche, c'est que ces partis pris, ces credos, ces dogmes, finalement, ils ont des effets, des externalités qui sont négatives. Je ne dis pas que tous les 70% de projets qui ne sont pas des succès sont systématiquement liées à ces causes, mais je pense que cette catégorie de causes joue un rôle important dans le non-succès des projets.
Et en réalité, dans l'analyse des causes, celle qu'elle est présentée par le Standish Group, qui fait état de difficultés de communication, de non-satisfaction des besoins des clients et des utilisateurs, on arrive à facilement relier en fait à ces observations-là. Mais il y a aussi un grand coupable, le grand coupable qui est systématiquement désigné du doigt dans n'importe quel livre, dans n'importe quel cours, dans n'importe quel séminaire ou webinaire relatif aux méthodes agiles. Le grand coupable, c'est les méthodes traditionnelles de gestion de projet. C'est principalement le cycle en cascade, à qui on reproche d'être trop rigide, à qui on reproche d'être trop séquentiel, à qui on reproche de créer des effets tunnels du fait de l'absence d'échange avec les utilisateurs, de créer des effets tunnels qui sont documentés depuis très longtemps, donc ce n'est pas quelque chose que l'on découvre aujourd'hui. Effets tunnels aussi dus à cette découverte tardive des défauts que l'on peut avoir dans le logiciel au moment du test, et du test par exécution de code. Donc il faut avoir le code et il faut qu'il soit exécutable. Donc le grand coupable, il serait aussi là. Et j'ai envie d'utiliser le conditionnel parce que vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Il y a des choses qui sont pas si évidentes. Alors, on est chez les agilistes, j'ai envie de dire, chez nous, nous shall not pass. C'est-à-dire que ces problèmes de trop de séquentialité, de rigidité, de surdocumentation, d'effets tunnels, nous, on a tout fait pour qu'il n'ait pas lieu. Pas de ça chez nous. Ça n'aura jamais lieu chez nous. Évidemment que nous, on sait traiter ces problèmes, et évidemment que les 70% de projets qui n'arrivent toujours pas à être des succès, c'est parce que ces sacripants, ils continuent d'utiliser les méthodes traditionnelles. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Parce que le Standish Group, dans son étude la plus récente, donc celle qui est publiée en 2020, il a aussi essayé de faire la différence entre les projets qui sont gérés en agile et les projets qui sont gérés avec les méthodes traditionnelles, essentiellement la cascade. Or, 58% des projets menés en agile ne sont pas non plus des succès. C'est pas 70, c'est quand même mieux que la cascade, mais ça nous dit quand même quelque chose, c'est que l'agile n'est pas une garantie de succès du projet. C'est pas une garantie. Donc la garantie du succès, elle se cache probablement ailleurs, si toutefois elle se cache quelque part. Et j'ai une très mauvaise nouvelle, j'ai pas la réponse. J'ai des éléments, mais j'ai pas la réponse. Où se cache la garantie de succès? Si je le savais, je serais peut-être riche, en fait. On peut aussi réaliser des observations en lisant à nouveau le manifeste, la dernière étude. Il y a des observations qui sont intéressantes sur ce qui conduit à l'échec ou à la difficulté à aboutir au succès. Et l'une des observations intéressantes, c'est l'impact des compétences en gestion de projet sur le succès. Et de manière très contradictoire, contre-intuitive en tout cas, la gestion de compétences, la compétence en gestion de projet, excusez-moi, a une influence qui est faible, voire carrément négative sur le succès du projet. Je le redis, être compétent en gestion de projet, non seulement ça a une influence faible sur le succès du projet, mais ça aurait tendance à aboutir à des échecs. Sur la complexité des projets. C'est des milliers de chefs de projet, des milliers de participants à des projets qui répondent, ou product owners, il n'y a pas que des chefs de projet, qui répondent à un questionnaire standardisé, sur des projets qui sont très différents les uns des autres. Vous pouvez dire, est-ce que c'est parce que c'est des Américains? Vous pouvez dire, quelles questions leur a-t-on posées? Et ce serait parfaitement légitime, vous auriez raison. C'est toujours les mêmes critères de réussite, à savoir oui, ça, ouais, ça c'est toujours pareil, c'est toujours le même... Et c'est aussi bien projet et produit. Ah, ça commence à négocier là. Moi, le succès, je trouve que... Vous savez, quand je demande à mes étudiants, c'est quoi un projet réussi, ils me disent toujours, il n'y a pas de bug. Mais
Qu'est-ce qu'on en affiche des bugs en fait? Il n'y a pas de bug, et alors? Est-ce que ça veut dire que les utilisateurs prenaient un jeu? Voilà, les étudiants, ils savent ce que c'est qu'un jeu. Prenez un jeu. Ça vous est déjà arrêté, ça vous est déjà arrivé de prendre un jeu, de le tester et de le mettre tout de suite à la poubelle, même s'il n'est pas buggé. Donc vous êtes d'accord qu'un jeu que vous arrêtez de jouer, auquel vous arrêtez de jouer au bout de 5 minutes, c'est pas exactement un succès. Si vous l'avez abandonné au bout de quelques minutes, quelques heures, quelques jours, il y a forcément une raison. Et cette raison, elle se place où en réalité? C'est quoi le succès d'un projet? C'est l'absence de bugs, c'est l'absence de défauts, c'est le succès d'estime, c'est le succès commercial. Ça s'éprouve de différentes manières. Donc, bien sûr, la réponse, ça peut être qu'il n'y a pas de bug, mais c'est très très loin d'être satisfaisant. Quand je vais voir mes collègues qui sont experts en génie logiciel, qui appliquent des méthodes formelles pour prouver le fonctionnement de systèmes complexes, hein, ils me disent, nous, on sait produire des systèmes sûrs. Je dis, oui, mais s'ils ne sont pas utilisés, ils sont sûrement inutiles. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est-à-dire qu'un avion sûr, mais que personne ne va vous acheter ou que personne ne va vouloir utiliser, il est sûr. Mais en fait, votre client, il a gagné quoi là-dedans? Donc, je suis d'accord avec vous, hein, c'est critiquable et j'en ai parfaitement conscience. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer en partant de ces constats qui ne sont pas d'une force extraordinaire, j'en conviens, mais qui sont quand même un point de départ qu'il ne faut pas négliger, qu'on ne peut pas comme ça mettre à l'écart, parce que c'est pas, si c'était juste à la marge, c'est quand même des chiffres qui sont forts. Hein. 70%, 58% de projets qui ne sont pas des succès, on ne peut pas le négliger. Hein. Moi je suis désolé, en tant que chercheur, je ne peux pas dire, bon allez, on oublie. Essayons d'écouter les grands anciens, ceux qui sont très très forts, comme par exemple Fred Brooks qui a eu la médaille Turing, qui au moment de son allocution pendant la réception, donc c'est un peu la médaille Fields en mathématiques ou le prix Nobel dans d'autres disciplines. Hein. C'est vraiment quelqu'un de très très fort dans la discipline. Fred Brooks, il nous dit, au moment de son allocution de la réception de la médaille, en 1999, pour moi, la partie la plus difficile dans la construction d'un logiciel, donc un système à base de logiciel, c'est précisément de décider ce qu'il y a à construire. Moi, ça me parle beaucoup, ça, cette question de « mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi le truc qu'il faut construire ?» Comment est-ce que je l'interprète? Je l'interprète comme empiler des pierres, c'est pas si compliqué que ça. Mais définir le plan de l'édifice que l'on veut construire, c'est pas si évident que ça. Et c'est là qu'elle se situe, la différence. Et de l'édifice que l'on souhaite construire, de l'intention qu'on a, du dessin des E2S, EIN que l'on forme, bien sûr, l'empilement de pierre ne va pas se faire de la même manière, ça a beaucoup de conséquences. Mais en fait, ce qui est majeur se situe à cet endroit-là. C'est là que c'est difficile. Quand je parle à mes étudiants, je leur dis « coder, c'est facile ». Qu'est-ce que vous avez à coder? C'est là que se situe votre future difficulté dans le monde professionnel. Alors si on revient à nouveau au Standish Group et à leurs enquêtes, là, dans l'explication qu'ils ont, eux, hein, à l'issue de leur enquête de 2020, donc voilà, nos données actuelles ne soutiennent pas la conclusion qu'un bon projet manette, qu'un bon chef de projet serait essentiel à tout projet. Les chefs de projet très compétents ont un taux de succès de seulement 23%, un taux d'échec de 19%, alors que les projets qui n'ont pas un chef de projet du tout ont un taux de succès de 58% et un taux d'échec de 9%. Pourquoi? Et là, j'ai mis en vert hein, pour qu'on soit bien clair sur ce qu'ils disent eux, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. La clé réelle du succès d'un chef de projet, c'est un chef de projet qui sait prendre des décisions rapidement. À nouveau, on retrouve cette question, cette clé de la décision. Qu'est-ce qu'on veut faire? Entre autres, beaucoup de décisions à prendre quand on est chef de projet. Une décision que l'on prend souvent très très mal, c'est quel service, quelle fonctionnalité, ce qui constitue en fait le système que l'on a à construire. Et dans la version 3 de cette étude, par exemple, le nombre de fonctionnalités du logiciel qui sont utilisées, peu utilisées,
très peu utilisé, pas rarement utilisé ou jamais utilisé, est intéressant puisque la fréquence de fonctionnalité jamais utilisée est de 45%. Ça veut dire que dans la pratique, décider ce que l'on va construire nous amène à des décisions qui sont, on construit des systèmes, des fonctions de système, des composants de système qui ne servent tout simplement pas. Donc on perd du temps à faire des choses inutiles. Voilà, ça, c'est l'une des matérialisations de cette difficulté à prendre des décisions. Attention, hein, parce que moi, je suis prof, je suis enseignant-chercheur. Je ne suis pas un artiste. La critique est facile, l'art est difficile. Vous, vous êtes l'art, moi je suis la critique. Alors, parlons de critique. Mon point de vue, ce que j'ai envie d'essayer de vous faire, partager comme point de vue, c'est que l'ingénierie des exigences, qui est donc cette discipline dans laquelle je suis expert, joue un rôle qui peut être très intéressant pour traiter de ce type de problématiques, et notamment dans des pratiques qui sont des pratiques agiles. Je suis agnostique, c'est-à-dire que je ne cherche pas à vous vendre une méthode agile, un cadre agile, une pratique agile en particulier, hein, vous verrez dans ma présentation. Chacun est libre de ses décisions, mais malgré tout, je pense que avec de bonnes compétences en ingénierie des exigences, quelle que soit la pratique, le cadre, la méthode que vous employez, vous vous donnez des chances de succès qui sont supplémentaires. Voilà. Et vous allez voir pourquoi. Alors pour vous convaincre de l'importance de l'ingénierie des exigences et de l'importance de faire de la qualité dans ces phases qui sont qualifiées d'amont, qui correspondent donc à la conception, à l'ingénierie des exigences, il faut d'abord se rappeler du coût de la non-qualité. Le coût de la non-qualité, c'est quoi? C'est le coût de la correction d'un défaut, d'un problème. Le coût de la correction d'un défaut dans un cahier des charges, on va dire, pour grossir un petit peu le trait, mettons qu'il soit 1. Unité, un jour homme consultant. 500 ou 600 euros si vous voulez, 800 euros, je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui un consultant. Le même défaut, si vous le découvrez alors que le système a été produit, testé, livré et en cours d'utilisation, donc dans le cadre d'une maintenance en fait, il va être augmenté, enfin, il va être multiplié par 200. On passe de 1 jour homme à 200 jours hommes pour corriger le même défaut. Pour moi, le message, il est, tant qu'à bien faire le travail, autant bien faire le travail en amont. Tant qu'à découvrir nos erreurs, autant les découvrir le plus tôt possible. Tant qu'à faire, autant prendre les bonnes décisions le plus tôt possible, même si c'est un investissement qui demande un peu plus d'efforts, un peu plus d'énergie, un peu plus de temps, un peu plus de compétences. Parce que chaque erreur, chaque défaut, chaque mauvaise décision qu'on va prendre va non seulement nous entraîner dans des surcoûts parce qu'on développe des choses qui ne servent à rien, 45% des fonctionnalités des logiciels, c'est empirique, c'est une observation. Hein. Mais en plus, chaque erreur qu'on va faire va nous coûter 200 fois plus cher à corriger. Donc on a au moins de bonnes raisons. Et puis, les études semblent montrer, même si ce ne sont pas des corrélations hyper fortes, hein, que l'investissement dans les phases amont, dans les compétences qui sont de cet ordre-là, eh bien, ont des influences qui sont plus fortes que dans les phases aval. En gros, il vaut mieux un bon concepteur qu'un bon développeur. Il vaut mieux une personne qui soit forte et compétente en ingénierie des exigences qu'une personne qui soit forte ou compétente en codage, parce que ça a plus d'effet, en fait, sur la réussite du projet. Alors, c'est rassurant, c'est pas mal, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin et se rassurer un petit peu plus, parce que vous êtes expert en agile, enfin, au moins praticien en agile, mais pas nécessairement expert en ingénierie des exigences. Et d'ailleurs, je ne vous fais toujours pas de cours en ingénierie des exigences, donc finalement, vous ne saurez pas nécessairement de quoi je parle quand je parle d'ingénierie des exigences, autrement que par les quelques éléments que je vais vous donner. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est je suis à peu près sûr que dans votre pratique, dans votre appréhension des problématiques, des projets, de ce qui est censé être l'agilité,
il y a déjà dans votre esprit des choses qui sont très conformes à ce qui est défini comme l'ingénierie des exigences. Si je vous pose la question de est-ce que vous vous considérez comme une simple chambre d'enregistrement de la liste au Père Noël qu'on peut vous envoyer au début d'un projet, je suis sûr que vous allez dire, attendez, non, quand même pas, évidemment que non. On prend des décisions, on priorise. Enfin, faire des sprints, ça nécessite d'organiser son projet, planifier son projet, et ça nécessite de faire autre chose que de faire la liste au Père Noël. On ne va pas tout faire. Voilà. Et bien, en ingénierie des exigences, c'est exactement le discours que l'on a. Donc déjà, un, c'est très compatible, mais deux, on le soutient aussi par des démarches qui sont, vous allez le voir, hein, avec une intersection forte avec les pratiques des méthodes agiles. Est-ce que vous vous contentez de relayer des décisions qui sont prises par d'autres? Cette question, elle est non triviale, hein, parce que les décisions qui sont prises par d'autres, dans le secteur public, ça peut être en grande partie le politique qui est à l'origine du projet, ça peut être des gens qui sont dans un certain niveau de hiérarchie de l'organigramme administratif, ça peut être beaucoup de choses, mais est-ce que vous vous contentez, en tant que product owner, en tant que chef de projet, si c'est votre rôle, ou en tant que responsable dans vos projets, de simplement relayer ces décisions, reprendre ces décisions telles qu'elles vous sont imposées? Je suis à peu près sûr que non. Je suis à peu près sûr que vous interrogez ces décisions, que vous cherchez à analyser les effets que peuvent avoir ces décisions, que vous essayez de comprendre si par hasard il n'y aurait pas, au travers des différents participants de vos projets, des gens qui auraient des intérêts qui seraient divergents, et donc des décisions qui, lorsqu'elles sont prises par défaut, ou de manière unilatérale, ou enfin selon une démarche qui n'est pas forcément, qui peut être discutable, vous essayez d'améliorer la qualité de la décision, et pas simplement de relayer des décisions qui ont été prises. En ingénierie des exigences, c'est exactement le genre de choses qu'on essaye de faire aussi. Considérez-vous que votre rôle, ce soit de produire de la documentation? Alors là, je suis sûr déjà de la réponse. C'est clairement pas dans l'ADN des méthodes agiles, des outils et des techniques du monde agile. Alors, en fait, c'est pas non plus dans l'ADN de l'ingénierie des exigences, et je vais vous montrer comment et pourquoi. Alors, malgré les messages un peu rassurants que j'essaye de vous donner sur ce qu'est l'ingénierie des exigences, vous dites, mais en fait, il ne nous dit toujours pas exactement de quoi il s'agit. Moi, les méthodes traditionnelles, quand même, j'ai une idée de ce que c'est. J'ai eu le cours de mon prof dans mon école, ou j'ai lu le livre, machin. Est-ce que, par hasard, il ne serait pas en train de nous raconter des sornettes? Alors, moi, je pense que la première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de ce que sont les méthodes traditionnelles et du rôle des méthodes agiles dans les cycles de développement traditionnels. Revenons sur le grand accusé qui est le cycle de développement en cascade, dont j'ai trouvé une représentation qui est celle-ci sur Internet en faisant une simple recherche Google. Si je vais sur mon livre préféré de génie logiciel, donc en ce moment c'est celui de Ian Somerville, mais ça pourrait être, voilà, il y a d'autres grands livres, d'autres bibles du génie logiciel qui sont utilisées dans les cours de génie logiciel. Là, c'est vraiment une photo que j'ai prise avec mon téléphone. Vous voyez quasiment la même chose. Hein, c'est à peu près la même représentation, avec exigence en haut à gauche, avec ces flèches là qui vont d'une boîte à l'autre, et ces boîtes qui sont représentées de gauche à droite, les unes au-dessus des autres, pour décrire cette notion de séquence. Maintenant, est-ce que vous savez qui a inventé les méthodes, le cycle de développement en cascade? Est-ce que vous avez lu l'article de Winston Royce, publié en 1970? C'est vachement intéressant, hein, faut le lire, faut le regarder dans les détails. Il faut s'interroger sur, mais comment se fait-il que ce qu'écrit Winston Royce, entre ce qu'écrit Winston Royce dans son article et ce qu'on lit dans le livre de Ian Somerville ou dans n'importe quelle bible de génie logiciel, ou dans ce qui est reproché aux méthodes traditionnelles, il y ait autant d'écarts? Alors qu'est-ce qu'il dit Winston Royce? La première chose qu'il dit, c'est dans un projet, on pourrait se contenter d'un mode d'organisation qui soit le plus élémentaire possible, qui serait
On analyse, on code, on analyse, on code, on analyse, on code. Ce que Barry Beam a appelé ensuite la méthode hacking, c'est ce que je faisais quand je faisais du basique sur mon MO5. Quoi. En gros, j'avais une idée, je la codais. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont procédé de cette manière-là. Il y a des systèmes hyper fiables qui ont été développés dans des garages par des gens extrêmement brillants qui ont réussi à procéder de cette manière-là, de l'idéation au code directement. Le truc, c'est que les génies, ils ne sont pas légion, en fait. Il n'y en a pas beaucoup des génies qui sont capables de faire ça. Il n'y a pas beaucoup non plus de situations dans lesquelles on peut vraiment développer un logiciel de cette manière. Et même quand on est très fort en code, et même quand on a l'idée brillante de ce que l'on devrait coder, être aussi direct dans notre développement de notre système, c'est beaucoup d'échecs pour une réussite. Et la plupart de ces échecs, ils sont cachés en réalité. On voit que la réussite. On voit quelques grandes réussites, mais on ne voit pas les centaines et les centaines et les centaines d'échecs. Donc ce que nous dit Winston Royce, c'est bon, ça c'est bien gentil, mais en fait, comme ça dépend de la compétence de la personne qui pratique, et que ça ne marche pas très bien sur des grandes équipes et sur des projets complexes, bon, ça c'est bien gentil, mais en fait, comme ça dépend de la compétence de la personne qui pratique, et que ça ne marche pas très bien sur des grandes équipes et sur des projets complexes, il faut quand même un petit peu d'organisation, parce qu'on a un projet complexe, c'est des compétences, des domaines, c'est beaucoup de travail à réaliser, et donc ça demande un petit peu de coordination. Et donc son retour d'expérience, lui, il le base, enfin ça, la construction de ce modèle-là, il la base sur une expérience qu'il a eue dans le développement du système embarqué dans la navette spatiale Apollo, je ne sais plus combien. Et son cycle de développement, en cascade, donc il utilise la métaphore de la cascade pour illustrer cette manière d'organiser le projet. Alors, première observation, c'est la cascade comme métaphore. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une cascade. Mais dans une cascade, est-ce que vous avez déjà vu une cascade dans laquelle l'eau est entièrement en haut, et puis toute l'eau est au milieu, et puis toute l'eau est dans la phase suivante de la cascade, et puis toute l'eau est tout en bas? Moi, j'en ai jamais vu. Et en fait, si Winston Royce utilise la métaphore de la cascade, c'est aussi pour dire que toutes ces activités ont lieu de manière concurrente, et non pas consécutive. Il y a bien une notion de consécutivité, évidemment, parce qu'il ne souhaite pas, pour la bonne organisation du projet, que l'on code des choses sans s'être interrogé sur le dessin, D-E-2-S-E-I-N, le design, sur la raison pour laquelle on ferait ce dessin-là en particulier, ce design. Donc, il faut avoir procédé à une forme d'analyse. Cette analyse, elle doit bien s'appliquer à quelque chose. Ce quelque chose, ce sont des exigences relatives à un logiciel, puisqu'on développe un logiciel. Et en amont de ça, la compréhension de ces exigences relatives à ces logiciels vient d'une compréhension du contexte dans lequel ce logiciel va fonctionner, la navette Apollo, tout le système d'information qu'il y a autour jusqu'à Cap Canaveral, l'environnement physico-chimique, etc., etc., etc. Donc il dit beaucoup de choses qui sont très différentes de ce qu'il y avait dans le dessin tout à l'heure. Dans le dessin tout à l'heure, par exemple, il n'y a pas d'analyse de contexte, il n'y a pas de vision système. Il y a une notion de séquentialité forcée, telle qu'elle vous a été expliquée dans tous les cours et que vous pouvez la lire dans tous les livres. Et ce que nous vend Winston, parce que nous propose Winston Royce, ça n'est pas une séquentialité absolue où on fait toute l'analyse système et une fois qu'on a terminé l'ensemble de l'analyse de l'ensemble du système, on procède à l'analyse des exigences pour le logiciel. Et seulement une fois qu'on a terminé l'analyse des exigences du logiciel ou à l'élucidation des exigences pour le logiciel, on les analyserait de manière à procéder à la conception exhaustive de notre logiciel. Ce n'est pas ce qu'il propose, en fait. Il nous dit qu'il y a des dépendances, et il nous dit qu'il y a une forme de séquencement qui va avoir lieu, mais il ne dit pas que toutes ces activités doivent avoir lieu de manière strictement et entièrement séquentielle.
Ce que l'on entend aussi beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Et c'est quand même bizarre, parce que dans l'article de Winston Rolls, il dit qu'il doit y avoir des itérations. Il le dit. Il dit, à chaque fois que vous analysez, vous prévoyez qu'il va y avoir des évolutions, à chaque fois que vous identifiez une exigence pour votre logiciel, en fait, vous pouvez vous apercevoir que vous n'avez pas très bien compris les exigences pour votre système. À chaque fois que vous analysez vos exigences logicielles, vous pouvez vous apercevoir que vous n'avez pas forcément bien fait votre travail d'élucidation d'exigences logicielles. À chaque fois que vous faites votre conception, votre modèle UML si vous voulez, vous pouvez vous apercevoir que vous n'aviez pas très bien analysé, ou peut-être même, ça peut sauter les étapes. Très bien élucider vos exigences. Donc non seulement il prévoit qu'il va y avoir des évolutions parce qu'on découvre des erreurs ou parce que notre compréhension du problème, du système s'améliore au fur et à mesure du temps, et donc qu'il doit y avoir des itérations. Mais en plus, il prévoit que ces itérations peuvent sauter les étapes en amont. Le saumon remonte la cascade. Vous voyez, ce que l'on a tous appris, et je m'inclus, hein, du cycle de développement en cascade, et notre pratique du cycle de développement en cascade est très très loin de ce qui avait été inventé à l'origine. Il dit d'autres trucs intéressants, comme par exemple, regardez la légende de la figure. Faites participer le client. Il ne dit pas ça, faites votre truc dans votre coin, il dit faites participer le client. Ou il dit d'autres choses intéressantes. Faites ce travail-là au moins 2 fois, ne serait-ce la première fois, qu'à titre de, et quel est le terme qu'il emploie, de simulation du produit final. En gros, faites un prototype. C'est quand même des choses qui sont super intéressantes. Quand est-ce que dans un cours, dans un livre sur le cycle de développement en cascade, on vous a dit « Oh là là, les prototypes c'est intéressant » ou « Il faut interagir avec les clients ». Jamais. Donc il y a un écart énorme entre ce que ce praticien, chercheur a essayé de transmettre comme message et ce que ensuite on en a fait, à la fois en tant qu'enseignant, hein, je fais partie des coupables, ma famille fait partie des coupables, ou en tant que praticien. Et pour moi, c'est une des grandes causes des problèmes avec le cycle de développement traditionnel. C'est cette ignorance de ce que le cycle de développement traditionnel, notamment en cascade, était censé être. On l'a volontairement ignoré. On l'a ignoré de manière en étant de très très mauvais élèves. Et d'après certains, si on l'a ignoré, c'est notamment en raison de standards qui sont venus dire des choses, et des standards qui ont été inventés qui ont été produits notamment par les militaires américains, le DoD, qui ont dit des choses qui n'étaient pas le cycle de développement en cascade, qui n'étaient pas fidèles à ce qu'était censé être le cycle de développement en cascade. Et ça a créé des incompréhensions. Comme par exemple, les exigences, c'est uniquement les phases amont du projet. En gros, il doit y avoir des gens qui élucident les exigences, qui les analysent, et puis à un moment donné, ils se retirent du projet parce qu'ils sont que dans les phases amont. En fait, non. Si vous lisez un bouquin d'ingénierie des exigences, vous verrez qu'on décrit le processus d'ingénierie des exigences comme étant un processus qui peut accompagner le projet, voire le cycle de vie du logiciel, du système total. Et ce n'est pas du tout des phases amont et des phases aval. C'est juste une progression selon un certain nombre de dimensions. Donc là, pour prendre un exemple de cadre, en fait, il y en a d'autres, hein, des exemples de cadre. Des dimensions qui sont, bien entendu, la complétude, l'exhaustivité de l'ensemble des exigences qui nous amènent à une compréhension complète et approfondie du système, du problème et du système que l'on essaye de construire. Une représentation qui progresse d'une représentation extrêmement informelle. On parlera tout à l'heure des modèles de communication, mais des modèles d'échange, excusez-moi. Donc c'est très très informel, à une progression qui est de plus en plus formelle, de plus en plus structurée, voire qui peut aller vers des représentations mathématisantes, extrêmement formelles. Voilà, je sais pas, dans la conception de la ligne de métro 14 est passée par des modèles mathématiques pour prouver que le train n'avançait pas pendant que les portes étaient ouvertes. Des fois, on a besoin de faire quand même des choses comme ça. Et puis une progression sur un axe qui est celui de l'accord, parce qu'au début, les gens ont chacun des points de vue qui leur sont personnels.
que ces points de vue, c'est des objectifs, des intérêts qui sont défendus et que ça donne une vision qui est extrêmement éclatée de ce que devrait, ou divergente de ce que devrait être le système, ou de ce qu'est le problème même, souvent. Et il faut réussir à converger vers une forme de conciliation. C'est ça l'ingénierie d'exigence. Compléter sa compréhension du système, formaliser jusqu'au niveau où on en a besoin, de manière à lever toute ambiguïté, de manière à permettre d'analyser de manière outillée, systématique, fiable, et puis aboutir à une conciliation ou un accord. Une autre forme d'incompréhension, c'est les exigences égale la documentation. Qui a envie de produire de la documentation? Personne. Et que dit l'ingénierie d'exigence? L'ingénierie d'exigence, elle dit, vous avez une boîte à outils. Et dans votre boîte à outils, il y a notamment des outils relatifs à la communication. Et cette communication, elle peut être orale, elle peut être écrite. Les exigences, elles peuvent être dans un document Excel, Word, pourquoi pas. Mais pas forcément. Elles peuvent être aussi dans des mails, elles peuvent être dans des référentiels, elles peuvent être sur des guides. Et puis les exigences, elles peuvent se formaliser au travers de diagrammes, de modèles conceptuels, de modèles SysML, UML, de modèles plus complexes, tout ça. Mais ce n'est pas absolument nécessaire. Vous avez une boîte à outils, à chacun d'utiliser dans sa boîte à outils l'outil qui est utile, nécessaire, efficace dans les circonstances qui sont les nôtres. Si vous êtes sur un projet sur lequel la communication d'exigence par la voie la plus informelle possible et uniquement orale est la plus efficace, grand bien vous fasse. À vous de vous assurer que c'est réellement le cas, c'est tout. Nulle part, il ne vous est imposé de faire autrement. Ce qui est important, par contre, c'est de comprendre les conséquences d'une erreur d'appréciation sur le bon modèle d'échange des exigences. Et d'être au courant de ce qu'on peut faire pour progresser dans la formalisation de son modèle. Il y a d'autres erreurs, par exemple, hier, ou je crois que c'était hier, j'ai entendu parler de phase de test. Le test, ce n'est pas une phase. La validation, la qualité, ce n'est pas du tout une phase. C'est une activité. C'est d'ailleurs peut-être un des défauts, des reproches que je ferais au cycle de développement en cascade. Dans le cycle de développement en cascade, c'est effectivement présenté comme une phase. Mais en réalité, vos exigences, il faut aussi qu'elles soient qualitatives. Si votre cahier des charges, si vos exigences, si vos besoins, si votre liste de features n'est pas elle-même qualitative, si vos user stories ne sont pas qualitatives, comment vous voulez faire du qualitatif derrière? C'est impossible. Donc il y a des activités de vérification et de validation, aussi bien lorsque vous faites de l'ingénierie d'exigence, dans ces phases qualifiées d'amont, que dans les phases aval. Et évidemment, ça ne s'organise pas de la même manière, parce qu'on n'exécute pas de code. Donc, tout ce qu'on a, c'est des artefacts qui sont non exécutables, sauf certaines méthodes un petit peu particulières, mais c'est quasiment que des chercheurs qui les appliquent. Voilà. D'autres choses, d'autres sources d'incompréhension. D'abord le problème, ensuite la solution. On n'est pas des pingouins pour se suivre les uns les autres. On peut faire les deux en même temps. Et d'ailleurs, en général, c'est ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Quiconque a fait du bricolage dans sa vie, c'est qu'on a un problème, suspendre un tableau, on envisage une solution possible, planter un clou, et puis cette solution pose des problèmes. C'est un mur en béton armé, j'ai pas réussi à planter un clou, et donc on envisage d'autres solutions, etc., etc. Jusqu'à ce que notre compréhension du problème soit suffisamment élaborée pour qu'on puisse élaborer des solutions qui font sens. Le modèle Twin Peaks de Bachar Musée-IB, c'est exactement ce qu'il nous propose. Et on est bien dans le domaine de l'ingénierie des exigences. Ce sont deux espaces qu'on explore simultanément. L'espace du problème, l'espace de la solution. Ce n'est pas incompatible avec les méthodes agiles. Mais avoir une représentation formelle de ça et comprendre les méthodes, techniques et outils qui permettent d'explorer simultanément l'espace du problème et de la solution, c'est pas mal. Alors, et vous, qu'est-ce que je peux vous dire? En plus des livres que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, lus sur les méthodes agiles ou sur la business analysis, j'ai envie de vous dire, lisez aussi les livres ou les articles scientifiques qui parlent d'ingénierie des exigences, parce que l'ingénierie des exigences, c'est une partie de votre pratique. C'est quelque chose sur lequel être professionnel, comme vous êtes professionnel en méthode agile, vous rendra plus fort. Donc redécouvrez l'ingénierie des exigences. Ça vous... Ah oui, 5 minutes. Ça vous parlera, ces livres d'ingénierie des exigences, ces cours, si c'est des cours, ces webinaires, si ce sont des webinaires, vous parleront de choses qui vous préoccupent, j'en suis sûr, relativement à la communication, à la compréhension mutuelle entre les parties prenantes, et pas juste les clients, et pas juste les utilisateurs. Et d'ailleurs, c'est quoi les utilisateurs? Et comment est-ce qu'on passe de cette vision utilisateur à une vision partie prenante?
Donc à l'intégration des perspectives de ces différentes parties prenantes, à l'intégration de préoccupations d'ingénierie avec des préoccupations plus business, hein. Validation, itération, communication, tous ces sujets sont aussi traités, mais avec cette perspective, ingénierie des exigences et avec des méthodes, techniques et outils qui sont mobilisables dans un contexte agile. Alors, si je reprends le manifeste hein, et que je déroule, eh ben, en fait, je vais pouvoir vous dire des choses dans une perspective ingénierie des exigences que vous reconnaîtrez. Donc, par exemple, un des grands éléments du manifeste, c'est Working Software Over Comprehensive Documentation. Bah oui, bien sûr, moi c'est ce que je veux aussi. Hein. Working, c'est pas running, hein. C'est pas un logiciel qui s'exécute hein, qu'on veut. C'est un logiciel qui, au sens anglo-saxon du terme, offre les fonctionnalités qu'il est censé, ou remplit le rôle qu'il est censé remplir. On parle de valeur, c'est exactement ça. Il a la valeur qu'il est censé avoir. Bah oui, l'analyse de la valeur, ça fait partie de l'ingénierie des exigences. L'appréciation par des techniques de validation adaptées au degré ou aux outils que vous utilisez, ça se pratique en ingénierie des exigences. En fait, il y a une forme de congruence entre l'ingénierie des exigences et l'agilité. Dans tous les principes, le premier, le deuxième, le quatrième, le sixième, et comme j'ai que 5 minutes, je ne vais pas vous les faire en détail, mais je vous laisserai lire parce que c'est relativement écrit. Les compétences, c'est aussi des compétences qui sont très proches. Les compétences qui sont attendues d'un praticien de l'ingénierie des exigences, la pensée analytique, la résolution de conflits, la capacité à prendre des décisions, la confiance, la capacité à convaincre, ce sont des compétences qui sont proches du praticien agile. En gros, agile et ingénierie des exigences, ce sont d'excellents compagnons de route. L'agilité, c'est des méthodes techniques et outils qui rendent le développement efficace. L'ingénierie des exigences rend le développement effectif. C'est dans les pratiques agiles que, notamment, vous mobiliserez, et vous mobilisez certainement déjà, des outils d'ingénierie des exigences. Et voilà. Bravo. Alors, merci beaucoup. Donc, je pense que tu as tué le business de la formation en gestion de projet pour des siècles. On a 5 petites minutes pour les questions, si vous en avez. Moi, j'ai un truc à dire. Je t'en prie. Rien de tout ça ne sont des sciences exactes. Ni la business analyse, ni les méthodes agiles, ni l'ingénierie des exigences. C'est un énorme problème pour moi. Moi, je viens des sciences dures, des sciences exactes. C'est pas des sciences exactes, c'est un petit peu de mathématiques et beaucoup de sciences du management. Moi, dans ma thèse de doctorat, j'ai fait de la linguistique. J'ai fait travailler des étudiants en faisant appel à des techniques de psychologie, de sociologie, de théorie de la création artistique. Bon, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas la loi de la gravitation universelle. Tout ce qu'on a, c'est des modèles, des représentations. Vous avez vu le cycle de développement en cascade? C'est pas une loi. C'est une vague idée de comment ça devrait se passer. Pour les méthodes agiles, le modèle le plus proche, c'est le modèle en spirale de Barry Beam. Bon, il nous dit des choses. Voilà. Et alors? Eh bien alors, en fait, tout ça, ce ne sont que des sciences empiriques. Ça veut dire quoi? C'est comme en plongée sous-marine. C'est en se plantant qu'on apprend. C'est par les accidents qu'on apprend. L'étape, pour ceux d'entre vous qui faites de la plongée sous-marine, qui utilisez un ordinateur, non, mais c'est la réalité des choses, hein. Ou un ordinateur de plongée, ou l'étape de plongée, en plus, par sécurité, vous savez, comme moi, qui en ai fait un petit peu, que ça a été élaboré uniquement accident, après accident, après accident, après accident, après accident, depuis les premières personnes qui ont construit des piles de ponts, jusqu'aux plongeurs professionnels qui vont à des plongées à des profondeurs hallucinantes. Et donc, par construction, vous ne pourrez pas l'éviter, le chemin sera forcément pénible. Et pour moi, chercheur, qui est la bonne position, et certainement pour vous, parce que je pense qu'en fait, dans cette conférence particulièrement, c'est là-dessus que vous pouvez vous enrichir mutuellement les uns les autres. Ce qui est le plus intéressant, c'est les irritants. Ce qui est dans les rétex, dans les retours d'expérience, excusez-moi, ce qui est le plus intéressant, bien sûr, il y a tout ce que vous avez réussi, et franchement, moi je suis admiratif de vos succès. Bien sûr, c'est intéressant les succès.
Mais à chaque fois qu'il y a une couille dans le potage, c'est intéressant de partager avec l'autre, d'essayer de comprendre pourquoi, d'essayer de faire en sorte que les autres apprennent de cette expérience-là, de la partager. Donc tous ces obstacles, ces stratégies de contournement que vous avez observées, ces dissonances entre la théorie et la pratique, tous ces problèmes, moi je trouve que c'est ça qui serait, ce sur quoi il pourrait être intéressant de travailler, par exemple, l'an prochain. Juste faites un truc, faites attention à un truc, attention à l'inférence, la généralisation. Voilà. C'est pas parce qu'une fois on a vécu quelque chose de malheureux que forcément cette pratique sera toujours malheureuse. Bah, Kokomo, par exemple, j'ai entendu ce matin, Kokomo n'a pas eu les effets escomptés dans un projet. Ok, ça ne veut pas dire que Kokomo est définitivement le grand Satan. Hein. Dans un projet, ça n'a pas fonctionné. La prise de décision avec une méthode relevant de la recherche opérationnelle n'a pas fonctionné une fois. Ok. Mais c'était une expérience intéressante. J'aurais aimé comprendre pourquoi, comment est-ce que, qu'est-ce qui fait qu'on arrivait à cette difficulté-là? Est-ce que ces circonstances-là et cette observation-là peut être recoupée avec d'autres observations à peu près les mêmes pour pouvoir essayer de généraliser un petit peu et aller un petit peu plus loin dans notre compréhension de ce monde étrange ou de ces mondes étranges que sont les méthodes agiles et l'ingénierie des exigences. Merci. Non, c'est bon. Une question? Non? Une question là-bas? Oui, vous aviez mis, bon, ça va pour le micro, enfin j'espère. Ouais, Vous avez mis des réserves sur la méthodologie de l'étude qui avait été menée en 2009. Oui. Est-ce que vous avez les mêmes réserves méthodologiques sur l'étude de 2020 ou ils se sont améliorés? C'est toujours la même chose. C'est une enquête et on n'a pas de questionnaire d'enquête. C'est une enquête qui a été menée auprès d'un échantillon de personnes. Selon quelle méthode cet échantillon a-t-il été construit? De quoi est-il représentatif? Comment l'analyse est-elle faite? Quelles sont les théories que l'on essaye de prouver ou d'invalider? Enfin, rien de tout ça n'est absolument clair. Ah oui, Moi, quand je mène une enquête, elle est reproductible, critiquable. Là, c'est pas le cas, comme beaucoup d'enquêtes d'ailleurs menées par des consultants. C'est pas le cas. Même si c'est très intéressant, en tant que scientifique, je me dois d'avoir ces réserves. Il y a d'ailleurs des articles scientifiques qui critiquent très explicitement le manifeste de cette manière. Mais c'est intéressant quand même. L'INSEE approuve. Ça, c'est quand même un peu temps. Ça fait plaisir. Une autre? Oui. Je vous remercie pour cette présentation. En fait, j'ai juste une petite remarque par rapport à la méthodologie en cascade. En fait, ça sera mieux de dire en méthodologie en V, parce que en suivant, par exemple, un référentiel de la gestion de projet comme le PMP, on sera toujours dans l'adaptatif. Donc, lorsqu'on va mettre en place le cycle, c'est-à-dire le diagramme de gain du projet, on va paralléliser certaines tâches pour économiser en termes du temps. Donc, les tâches qui n'impactent pas. Donc, toujours on est dans l'adaptatif, même si c'est un cycle en fait. Donc, et aussi, une autre remarque par rapport à l'agilité, ce n'est pas une baguette magique. Donc, voilà, d'où le oui. titre de ma présentation. Oui. C'est pas une baguette magique. C'est pas une baguette magique parce que c'est cas par cas et parfois la bonne pratique aide la chef de projet ou bien le chef de projet à bien avancer. Parfois, il y a des projets qui nécessitent de mettre en place la méthodologie. On veut mieux que l'agilité s'il y a c'est-à-dire une feuille de route rodée. Donc, il vaut mieux, et il y a déjà des leçons apprises, il y a déjà des experts dans la boîte qui vont nous aider à avancer. Il vaut mieux de partir en V que de partir en agilité. Ouais. Alors, je ne peux que agréer à ce que vous venez de dire, à la fois sur le fait que l'agilité n'est pas une baguette magique. En fait, l'ingénierie des exigences, c'est pas une baguette magique non plus. C'est exactement, mais c'est simplement lié à la nature empirique. C'est exactement ce que je voulais dire en conclusion de la conclusion. Le fait que ce soit pas des sciences dures et que tout ce qu'on a, c'est des retours, c'est empirique, c'est vraiment par la pratique, par l'expérience et par l'erreur qu'on arrive à comprendre et généraliser un petit peu. Donc effectivement, il n'y a pas de loi, je fais ça, j'aurai ça.
Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir. Malgré tout, il y a quand même des tendances, il y a quand même des choses qui marchent un petit peu plus ou un petit peu moins que d'autres. Et c'est particulièrement important d'échanger, et ce que vous faites aujourd'hui et hier, ça a vraiment beaucoup de valeur. J'avais promis de ne pas faire de cours et je ne ferai pas de cours sur ni le cycle de développement en cascade, ni le cycle de développement en V, ni W, ni Y, parce qu'il y en a d'autres, des cycles de développement. Ils ont tous des défauts. Par exemple, la priorisation, elle n'est pas plus présente dans le cycle de développement en W, ni Y d'ailleurs. V, W, Y et cascade, personne ne parle de priorisation. Jamais. Jamais. C'est un gros problème. Il n'y a que les approches agiles qui parlent de priorisation. C'est les seuls qui parlent dans une démarche méthodologique de priorisation. L'ingénierie des exigences parle bien sûr de priorisation aussi. Et on dit des choses qui sont complémentaires. La boîte à outils de l'agiliste et la boîte à outils de l'ingénierie des exigences ont une intersection non vide et une union qu'il est intéressant de considérer. Voilà. Ben merci encore, bravo.